Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Télésud, bienvenue dans TLS+. 2020, cette année si particulière, aura indéniablement eu un impact sur les comportements alimentaires des Français. Forcément, entre confinement, télétravail, restrictions, un des rares plaisirs qui nous était autorisé était de cuisiner, de préparer, de partager, de prendre le temps. Un temps difficile accordé à cette activité d'ordinaire mise à mal par le rythme effréné de nos vies quotidiennes. Nous sommes un pays de gastronomie, c'est vrai, mais est-ce que la seule raison qui a poussé un grand nombre d'entre nous à s'improviser marmiton ? Pas sûr. Pour beaucoup, cuisiner, c'est avant tout un plaisir. Le plaisir de créer, de concevoir pour les autres, le plaisir de faire plaisir, de donner. Bon, ça, c'est pour le côté romantique de la chose. Mais si l'on veut être plus pragmatique, cuisiner, c'est aussi dépenser moins. Économiquement parlant, le fait maison est toujours gagnant et par les temps qui courent, ça a son importance. Mais si la vraie raison de cet engouement pendant cette période de pause forcée n'était pas, grâce à la cuisine, la possibilité de se réaliser, quel que soit notre niveau. Parce que c'est ça qui est magique dans la cuisine, c'est qu'avec les mêmes gestes, les mêmes ingrédients, le résultat est, en fonction de chacun, toujours différent en forme ou en goût. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours bon et goûtu. Mais un qui n'a pas ce problème, c'est mon invité. Forcément, c'est un chef. Je dirais même un top chef. Gianmarco Gorni, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef du restaurant La Goguette à Paris, qui est tout proche du Cirque d'Hiver, pour ceux qui connaissent un peu Paris, au centre de Paris. Et je disais que vous êtes un top chef, c'est vrai, puisque vous avez participé à l'émission d'M6 en début d'année. Comment ça s'est passé ? Tout à fait, j'ai bien participé à l'émission Top Chef cette année. Ouais. Bon, c'était un peu court, mais j'ai quand même participé. Ouais. Et c'était vraiment très cool parce que ça m'a ouvert plein de portes. Et je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait. Parce que c'est quelque chose où on se met vraiment en jeu. Ouais. On fait de belles rencontres. Et on prend des risques. Et on prend des risques, surtout. Et c'est pour ça aussi que... Bon. Alors, on va revenir à La Goguette, si vous voulez bien. Comment ça se passe en ce moment ? Le restaurant est fermé, vous faites de la vente emportée. Comment vous vivez cette période un peu particulière, comme je le disais ? Alors, en ce moment, La Goguette, on a essayé de faire de la vente importée au début, mais la situation était vraiment difficile. Et surtout que les gens qui viennent chez Goguette, ils ont une image des Goguettes comme un restaurant où on fait vraiment la fête. C'est vraiment un restaurant convivial avec des grosses tablées. Et du coup, même en essayant de faire de la vente importée, on a essayé de faire plusieurs formules. On a commencé en faisant des sandwichs, des plats importés, des plats cuisinés. Mais les gens, ils ont l'idée de Goguette comme un endroit où il faut aller avec les amis. Un lieu de convivialité. Un lieu de convivialité. Donc, on a essayé malheureusement de rester confiné et pas ouvrir pendant le confinement. Il faut encore patienter un petit peu, mais a priori, d'ici le 20 janvier, les restaurants devraient pouvoir réouvrir. Mais cette période, justement, donc là, vous ne travaillez pas. Est-ce que vous avez arrêté de cuisiner ? Non, j'imagine que non. Vous avez continué. Comment vous avez occupé vos journées en tant que chef cuisinier ? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de cuisiner, évidemment, parce que c'est quand même ma passion. Ouais. Et même, j'ai redécouvert une cuisine que je ne connaissais pas avant. Je me suis spécialisé dans des vieux plats de la cuisine française que je ne connaissais pas. Et vu que j'habite depuis un petit moment en France, c'est quelque chose que je ne connaissais vraiment pas. Et du coup, je me suis donné un petit défi personnel. C'est vraiment de redécouvrir des plats d'une gastronomie d'un pays qui est hyper riche en gastronomie, comme la cuisine française. Et du coup, j'ai acheté mon escoffier et j'ai commencé à regarder des vieilles recettes, en commençant par des plats faciles, comme le veau-le-vent, comme une bonne blanquette. Et facile pour vous, hein, c'est pas facile pour tout le monde. Hein, Je me suis dit qu'au lieu d'utiliser ce moment, moi je regarde tout le temps le côté positif. Et je me dis que je profite de ce moment pour dépasser mes limites, pour me surpasser et apprendre quelque chose que je ne connaissais pas avant. Donc moi je suis quelqu'un c'est solaire, donc je regarde tout le temps le côté positif. Et je me suis dit, j'ai du moment, je ne travaille pas, donc j'ai envie d'investir mon temps disponible pour apprendre quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et du coup, je me suis spécialisé dans la cuisine française. En plus, vu qu'on a du temps... Je précise que vous n'êtes pas français. Oui, je ne suis pas français, je suis italien. Italien, oui. J'habite en France depuis 9 ans. Mais je ne me suis jamais... ça m'a tout le temps fasciné, la cuisine française. En plus, je trouve qu'aujourd'hui, en 2020, la mode, si on peut dire la mode d'aujourd'hui dans le milieu de la cuisine, c'est de revenir un peu au plat de la tradition française. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la mode est un éternel recommencement. Exactement. Alors, je vous coupe 2 secondes, Gianmarco, parce qu'on a eu la chance d'interroger 2 personnes, une mère de famille et un cuisinier,
qui se sont retrouvés, comme la plupart d'entre nous, inactifs et avec beaucoup de temps libre devant eux. On leur a demandé s'ils avaient passé et ils allaient profiter de ce temps libre pour faire de la cuisine. Je vous propose d'écouter leurs réponses et on se revoit juste après. Oui, effectivement, c'est vrai que la cuisine est devenue une occupation, une activité que j'aime réaliser avec mon fils qui a 5 ans. La pâtisserie, c'est plus facile de la faire avec lui. J'ai commencé à me renseigner sur les produits qui pouvaient être meilleurs pour lui, comme beaucoup d'enfants ils aiment manger les gâteaux, le chocolat, etc. Et je me suis rendu compte que dans tous les gâteaux qu'on pouvait acheter au supermarché, c'était plein d'additifs, beaucoup de sucre, beaucoup de colorants. Donc je me suis intéressée à tout ça et en fait de voir mon fils aimer faire cette activité avec moi, de voir mon fils manger mes gâteaux, apprécier ce que je cuisinais, et aujourd'hui, alors que je ne suis plus en confinement, je continue à réaliser moi-même mes pâtisseries. Alors, est-ce que j'ai cuisiné pendant le confinement? La réponse est oui, parce que je suis cuisinier à la base, à cause de ce confinement. Je me suis retrouvé comme tout le monde coincé à la maison. J'habite dans le 19e arrondissement de Paris, dans ce qu'on appelle les grands ensembles. J'ai tout de suite proposé mes services. J'ai plaqué quelques mots dans les ascenseurs à droite à gauche. Et au bout de quelques jours, j'ai vu des gens qui m'ont appelé. Et parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils étaient soit en télétravail, ils s'occupaient de leurs enfants, c'était compliqué, soit des personnes âgées qui n'avaient pas la force de cuisiner ou de passer du temps en cuisine. Et donc j'ai proposé des formules toutes simples, des formules pas chères pour continuer à travailler. Gianmarco, quand on écoute William et Pénélope, les deux intervenants, ils ont un point commun, c'est le partage. Exactement. La jeune femme, c'est avec son fils. William, c'est avec son environnement proche, c'est-à-dire ses voisins. Qu'est-ce qui vous manque le plus, vous, dans votre activité actuellement? C'est la préparation, la conception, la réflexion. Vous étiez en train de me dire tout à l'heure que vous êtes mis à chercher, à acquérir de nouvelles possibilités en cuisine, en recettes. C'est quoi qui vous manque? Le contact avec les clients, le contact avec vos fournisseurs? Qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui vous manque le plus? Il y a plusieurs choses qui me manquent dans le métier que je fais. C'est surtout le challenge. En fait, quand on cuisine dans un restaurant, on est tout le temps challengé à trouver on est tout le temps mené à... Le cerveau, il tourne tout le temps. On est tout le temps mené à trouver de nouvelles idées, à rechercher de nouveaux plats pour s'innover, pour pas faire ce qui fait nos voisins. Se démarquer un peu? Se démarquer un peu. Il faut qu'aujourd'hui, je trouve que pour faire une bonne cuisine, il faut se démarquer des autres, faire quelque chose de différent des autres. Ce qui me manque aussi, c'est les contacts avec les clients. J'ai de la chance d'avoir une cuisine ouverte, directement sur la salle. Mm-hmm. Et je trouve que c'est cool pour les clients parce qu'ils peuvent venir poser des questions. Et ce qui me manque, c'est vraiment ça, le partage. Quand les gens ils viennent me voir en cuisine, ils me disent Gianmarco, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique vraiment ce que je suis en train de faire. Et c'est ce qui manque vraiment, le contact avec le client. Et là, le plus difficile à gérer, c'est quoi? C'est l'humain par rapport à vos collaborateurs en cuisine, c'est le financier, c'est la confiance, le lien de confiance que vous avez avec vos fournisseurs, parce que pour un chef cuisinier, le fournisseur, c'est presque son bras droit. Sans lui, il n'est rien quasiment. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer pour vous? Est-ce que vos fournisseurs sont inquiets? Alors, nos fournisseurs, la grande partie des fournisseurs que j'utilise, maintenant ils sont adaptés aussi et ils font de la vente aux particuliers pour adapter pour survivre. Donc, avec mon collectif de chefs, on essaye d'acheter leurs produits pour la maison. Donc moi, j'essaye le plus possible d'acheter au circuit court, donc directement chez le producteur. Donc notamment mon poissonnier, j'essaye de lui acheter du poisson et même j'achète une grosse quantité et on dispatche avec mes amis. Donc on essaie de faire des grosses commandes vraiment pour aider les fournisseurs parce qu'un fournisseur, on va dire, c'est les 50% d'une bonne cuisine. Oui, parce que c'est une grosse responsabilité que vous avez. C'est-à-dire que on vous confie un produit végétal ou animal, vous le transformez pour le donner à d'autres et en fait en essayant de le sublimer. Donc si vous vous plantez, si vous ratez, vous perdez sur les deux tableaux. Et avec votre fournisseur qui va arrêter de vous faire confiance et avec vos clients qui ne vont plus venir vous goûter votre cuisine. C'est une grosse responsabilité quand même. C'est une grosse responsabilité et surtout qu'il n'y a pas de secret. Une bonne cuisine, ça fait avec des bons produits. Et que ça se sait tout de suite si c'est bon ou pas aussi. Exactement. Nous on le voit tout de suite. Ça arrive des fois que je renvoie le produit parce que ça ne correspond pas à mes critères. Alors, ça, on va en parler juste après du circuit court. On va retrouver William, justement. On lui a posé la question, l'importance de son rapport avec son fournisseur et les produits. On écoute ce qu'il va nous dire. On écoute.
Alors concernant les produits, moi j'en ai profité pour faire des essais, pour chercher des saveurs, des goûts, des choses, acheter carrément des pots que je connaissais pas, et goûter, je dis non ça c'est dégueulasse, je jette, ça c'est bon, je garde. Essayer par exemple c'est la première fois que je faisais ça, je prenais de la betterave, je la faisais rôtir, je la panais avec du maïs grillé, passé en poudre. Donc il y a eu des déchets, puis il y a des choses que je vais garder, je vais faire évoluer aussi, parce que je pense que je suis sur la bonne voie. Concernant les produits aussi, je passe par un producteur, il m'assure la traçabilité de ses produits, c'est un producteur du Val d'Oise, donc on travaille en toute confiance. Ce que dit William concernant le produit, le choix, les goûts, les tests, ça j'aime pas, la confiance et surtout ce qu'il dit, la traçabilité, vous commencez à en parler. Là, avec le confinement, on a beaucoup mis en avant l'achat local et le circuit court. Derrière, il y a eu des polémiques autour du bien-être animal et tout. Est-ce que ce sont des choses que vous prenez véritablement en compte, sur lesquelles vous êtes intransigeant, comment vous fonctionnez par rapport à ça ? Pour moi, le produit, c'est très, très, très important. Le produit, c'est vraiment le principal pour la réussite d'un bon plat. Si le produit à la base, il n'est pas bon, il n'est pas de bonne qualité, on ne peut pas faire de la grande cuisine. Il n'y a pas de secret. La bonne cuisine, c'est partie d'un bon produit. Et pour faire ça, il faut instaurer un rapport de confiance avec les producteurs, parce que nous, on n'est pas sous le terrain. Donc, ce qu'il vous dit, vous êtes obligé de le croire. On est obligé de le croire. Donc, on ne peut pas aller chaque fois, parce que même si on essaye d'aller à des produits autour de Paris, on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas aller sur le terrain. On ne peut pas aller tout le temps sur le champ du producteur qui ramasse. Donc, il faut instaurer vraiment un rapport de confiance avec notre producteur, lui faire confiance. Et même au début, je me souviens, il y a 2-3 mois, j'avais contacté avec un maraîcher qui voulait me donner des parcelles. Il me dit, tu vas planter ce que tu veux. Donc, j'allais planter mes légumes. Et je lui faisais totalement confiance. Et il m'a dit, je ne peux pas te dire quand tu seras livré, mais une fois qu'elles sont livrées, je vais te livrer tes légumes. Donc, j'aurai l'exclusivité. En fait. Exactement. Donc, c'est selon la saison. Et ça va être mes produits. C'est-à-dire qu'uniquement moi aura cette parcelle et ces produits-là. Gianmarco, mais ce principe de circuit court, est-ce que c'est un retour aux sources, en fait, à ce qu'est la cuisine ? C'est-à-dire qu'on ne travaille que les produits qu'on a à disposition. Est-ce que c'est un frein pour vous, pour l'expansion de la cuisine, pour la découverte de saveurs ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler des produits qui viennent d'Asie ? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous oblige à travailler différemment votre cuisine et ça vous oblige à être plus pertinent dans le choix des goûts et dans la réflexion de vos menus ? En fait, ça nous aide de sortir de notre zone de confort. Ah oui. Ça veut dire qu'on est tellement obligé, quand on n'est pas sûr d'un plat, on sait qu'en ajoutant un produit qui peut pas venir d'Asie, avec un goût plus prononcé, ça peut masquer un peu. Alors que là, en utilisant un circuit court, on est obligé à faire travailler nos goûts, à réfléchir, à tester, essayer, refaire le plat. Et je trouve que ça peut être un challenge qu'on est obligé à travailler en fait. Et on est fiers du produit, parce qu'autour de Paris, ça me fait découvrir des maraîchers ou des produits que je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'on peut faire une cuisine d'exception avec des produits ordinaires ? Tout à fait. Je suis totalement d'accord parce que c'est facile de faire de la cuisine avec du homard, du caviar, en utilisant des produits de luxe qui tout seuls sont déjà exceptionnels. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les grands cuisiniers d'aujourd'hui, c'est ceux qui savent faire un grand plat avec un produit simple. Moi, je bosse beaucoup avec... j'aime bien la cuisine végétale. Et j'ai connu un garçon, maintenant on est devenu amis, qui s'appelle Pierre-Edouard Robin, qui avec sa maman, il fait de la cueillette sauvage. Donc c'est quelque chose c'est un peu à la mode en ce moment à Paris, mais c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup il y a longtemps, on cuisinait avec des herbes, et du coup j'ai cette découverte des herbes que je ne savais même pas qu'on pouvait manger, comme par exemple tout le monde dans la menthe. Je fais l'exemple de la menthe, tout le monde a l'habitude de manger la menthe comme on a dans les mojitos. Ou dans le thé. Ou dans le thé, ouais. Oui. Ou dans le thé, pardon. Après, ça dépend de l'heure, mais... Oui. Et il m'a fait découvrir une menthe qui s'appelle la menthe aquatique. Ouais. C'est une menthe qui pousse dans l'eau et dans des ruisseaux à côté de chez lui. Et ce qui m'expliquait qu'il a renouvelé ses rapports avec sa maman parce qu'ils faisaient la cueillette ensemble. Donc, j'aime bien travailler pour lui parce que quand il vient le vendredi, je suis content de le voir et il emmène des produits d'exception. Mais là, en fait, depuis tout à l'heure, je vous écoute et votre métier, en fait, il y a deux côtés dans votre métier. Il y a la conception, la création, et puis après, il y a le don, enfin le partage. Le don, quand on est restaurateur, on ne fait pas cadeau, mais il y a le partage et il y a la livraison de votre produit fini. Donc, il y a l'angoisse de faire bien et l'angoisse de savoir si ça plaît.
Exactement. Et donc, on va retrouver nos deux intervenants, William et Pénélope, à qui j'ai demandé quel est le plus important pour vous, la conception ou le partage? On les écoute. Aujourd'hui, c'est devenu un ensemble. C'est vrai que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que cuisiner, c'est super. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prends du plaisir à cuisiner. J'ai appris à aimer à cuisiner. Mais cuisiner pour seul, c'est pas terrible. J'ai appris à faire de belles tables. Et aujourd'hui, j'aime voir ma famille se réunir autour de mes tables, autour de mon alimentation. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Alors pour moi, concevoir et le partage a été aussi important. Il m'est arrivé de passer du temps avec des personnes âgées, par exemple, que je croisais, mais avec qui je parlais pas. Et je les livrais tous les jours. Puis finalement, au bout de quelques semaines, effectivement, il y avait une vraie relation, une vraie sympathie, puis un échange autour de la cuisine, autour des goûts, autour des saveurs, autour des voyages. Enfin, ils avaient toujours une histoire à me raconter chaque fois. Et pour moi, c'était vraiment sympa de vivre ça. On se rend compte que c'est un lien social exceptionnel, la cuisine. Parce que là, Pénélope disait sa famille, la table, on va en reparler par rapport aux fêtes qui vont arriver. William parlait des gens qu'il rencontre grâce à sa cuisine, qui l'amènent à parler de voyage, qui l'amènent à parler de goût. C'est un lien social exceptionnel qui réunit tout le monde, en fait, puisque tout le monde mange. Oui, tout à fait. La cuisine, c'est du partage. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour définir la cuisine. Nous, en tant que cuisiniers, on est juste intermédiaire entre un producteur et le client final. On est un peu comme un directeur d'orchestre qui dirige les musiciens et la musique écoutée par le public. Oui, mais c'est vous qui faites la partition. C'est moi qui fais la partition. Alors, justement, là, on vient de voir deux exemples précis, des exemples proches de tout un chacun, une mère de famille, un cuisinier dans un immeuble. Vous qui avez fait l'émission Top Chef, où on met en avant justement les grands chefs, la cuisine d'exception, où on vous fait faire des épreuves ultra compliquées. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé un petit peu les grands chefs, Alain Ducasse. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette surmédiatisation des grands chefs, elle les éloigne un petit peu du public populaire, du public, de ceux qui auraient envie, qui se disent « Ah oui, mais moi, je ne peux pas aller manger chez Alain Ducasse. Quand je vois les cuisines, elles sont plus propres que tout mon appartement, c'est étiré, les gens sont stricts. » Est-ce que vous ne trouvez pas que cette surmédiatisation, cette mise en avant du luxe et d'exception française en cuisine, éloigne pas un petit peu de ce qu'est la cuisine, justement, ce lien social accessible à tous? C'est vrai qu'aujourd'hui, le rôle du chef, ça peut être médiatisé, surmédiatisé. Il y a des chefs, malheureusement, qui oublient qu'ils ont été chefs. Qu'ils ont été chefs. Et après, il faut vraiment se rappeler d'où on vient, d'où on a commencé. Et au final, on ne fait que à manger. Il ne faut pas oublier ça. Alors, Jean-Marco, maintenant, on va reprendre ce que disait Pénélope à un moment. Elle parlait de la table, du plaisir de la table, parce que la cuisine, c'est aussi ça, c'est recevoir, c'est la table, c'est accueillir, proposer, comme je disais au début, partager. Là, avec les restrictions sanitaires liées au confinement et à la Covid-19, on va être, si je me souviens bien, je crois qu'on est autorisé à être 6 à table. Qu'est-ce qu'on fait des grandes tablées gargantuesques avec tout un tas de repas? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? C'est de rester sur ce principe-là et de se faire plaisir en mangeant des langoustes de 2 kilos chacun, ou si on peut, ou des grosses crevettes, ou alors plutôt on essaie de découvrir d'autres choses? Du coup, évidemment, on ne peut pas faire des grosses tablées comme chaque année, mais ce qu'on pourrait faire, essayer de nouvelles cuisines, faire peut-être une soirée à thème. On peut faire par exemple le thème, retrouver un pays, changer un peu des traditions, essayer de sortir un peu de la dinde au marron. Exactement, de la dinde au marron. Donc, essayer maintenant que tout le monde pendant le confinement a commencé à faire à manger, on est tous un peu chef, on s'est trouvé un peu le chef qui était en nous, on aurait trouvé, essayer de faire vraiment comme un restaurant, faire plein de petites assiettes, évidemment éviter, je pense, les assiettes à partager parce que. Ouais. Et essayer de faire des monoportions, mais en plusieurs. Peut-être que chacun fait un plat en petites portions pour faire goûter. Ça peut être ludique, ça aussi. Alors, vous, là, justement, je le disais, vous ambitionnez d'ouvrir votre restaurant. Est-ce que la période actuelle vous a amené à réfléchir différemment, à appréhender différemment votre projet? Est-ce que vous dites, avant, je voulais faire ça, mais peut-être que. Comment ça se passe? Bien sûr qu'aujourd'hui, on est moins en cuisine, donc on est plus chez nous. Et quand on est chez nous, on a le temps de réfléchir. Donc, je pense que ceux qui arrivent à survivre à cette pandémie, c'est ceux qui arrivent à réfléchir et à essayer de trouver quelque chose de nouveau, à se remettre en question,
il y a plein de restaurants gastronomiques qui ont essayé de faire de la vente importée, le même menu qu'ils faisaient pendant le restaurant, mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Comme par exemple mon ami Maury qui a fait l'émission Top Chef avec moi, il a un restaurant gastronomique, mais là pendant le confinement, il a fait ce qui lui plaît vraiment, c'est faire de la street food africaine et japonaise, et ça marche très très bien. Et c'est pas ce qu'il fait normalement au resto, mais il fait quelque chose qui lui plaît, et il a dit bah, je vais faire quelque chose de nouveau, j'essaie de me moderniser et faire ce que les gens aiment quand ils sont chez eux. Il s'est mis il a dit bah, qu'est-ce que j'ai envie de manger quand je suis chez moi. Bah, quand je suis chez moi, j'ai envie de manger un poulet frit, des voisseries. Et ce qu'il a fait un poulet frit mais avec un très bon poulet. On revient au fournisseur avec un très bon poulet, une bonne panure et une très bonne sauce. Quand on a des bons produits, ça marche. Alors vous me parliez d'un chef africain, de street food africaine. Street food africaine. Ben, ça tombe très bien parce que là maintenant je vous emmène au Cameroun où justement, comme nous tous, ils ont eu des difficultés et notre correspondant sur place, Daniel Adey, est allé au plus près des fournisseurs d'un marché et on est allé voir comment il faisait pour s'en sortir pendant cette période particulière. On écoute. Dans ce célèbre marché de Yaoundé, la vie a repris son cours normal. Il y a encore quelques mois, les commerçants de ce marché vivaient la croix et la bannière à cause de la Covid-19. Car leurs principaux clients, les restaurateurs pour la plupart, avaient pour certains considérablement réduit leurs commandes et pour d'autres suspendu carrément. Comme nous, on vend les épis là, les gens qui font dans les restaurants, parfois ils appellent, on part les livrer à la maison, à domicile. On est obligé de porter les cash quand on part chez eux. Par rapport à la pandémie qu'il y a eu au pays, qu'il y a eu dans le monde entier, bon, étant au marché comme nous sommes au marché, les clients ont beaucoup diminué. Bon, beaucoup se plaignent par rapport au port de masque. Parce qu'au marché, les commerçants ne sont pas intéressés au masque. La pandémie de la Covid-19 a porté un coup dur au secteur de la restauration, car beaucoup de restaurants ont dû arrêter momentanément leur activité comme cette professionnelle du secteur. C'était une période un peu difficile, une période un peu compliquée, parce que nous n'étions pas habitués. Mais bon, comme c'était bénéfique pour tout le monde, nous avons suivi, on ouvrait et à l'heure convenue, on fermait. Oh, vous savez, le Covid, non seulement cette pandémie-là, l'économie ne tourne plus comme avant. Donc, on n'a plus les mêmes recettes. Mais les petits, ayant moins de moyens, ont dû s'adapter à la situation, en trouvant d'autres moyens pour commercialiser leurs repas. Avec l'assouplissement des mesures édictées par le gouvernement pour faire face à la Covid-19, les choses semblent rentrer dans l'ordre, même si tous les professionnels du monde de la restauration ressentent encore les séquelles de cette pandémie. Bon, Gianmarco, comme au Cameroun, en France, en Italie, n'importe où, on attend la fin de cette pandémie. Mais ça va être une influence, ça va être comment vous allez faire ça va être embouteillage, tout le monde va vouloir sortir, tout le monde va vouloir aller au restaurant, et tout le monde va vouloir aller chez les fournisseurs pour se réapprovisionner. Comment vous allez faire pour vous démarquer, comment vous allez faire pour anticiper, comment vous allez faire pour sortir votre épingle du jeu? On est déjà prêt parce que déjà pendant le premier confinement, on n'était pas préparé, on a trouvé une vague de gens le jour de la réouverture. Oui, donc, ça c'est grâce à vous, c'est grâce à Top Chef. Oh non, je ne peux pas dire ça, mais aussi. On va dire que ça un peu joué. Mais du coup, maintenant, on est prêt. On sait que dès qu'on ouvre, le restaurant va être complet. Donc, je pense qu'on va aller juste 2-3 jours avant la réouverture pour bien se mettre en place, histoire que tout soit prêt. Mais on est prêt. Là, maintenant, on a fait des erreurs à la fin du premier confinement, donc à la réouverture. Et là, du coup, je pense qu'on a appris des erreurs qu'on a fait. Et je pense qu'on est vraiment prêt à la deuxième ouverture. Alors, on va arriver à la fin de l'émission. Ce que je vous propose, c'est de retrouver nos deux intervenants pour savoir, eux qui ont fait de la cuisine pendant le confinement, est-ce qu'ils vont continuer? Qu'est-ce qui va se passer? On écoute. Alors après le confinement, moi j'espère vraiment de tout cœur enfin monter mon restaurant, mon endroit. Alors c'est vrai que cuisiner à la maison, ça va un peu me manquer parce que c'est assez sympa de cuisiner
chez soi, même si c'était un vrai désastre pour mes enfants qui ont passé leur confinement à avoir des mousses au chocolat passer sous leur nez. C'était pas pour eux, c'était pour les voisins. Donc, l'alimentation doit faire partie de mon quotidien dans les priorités. Je vais faire en sorte, évidemment, quand je vais revenir à ma vie normale, de continuer à passer du temps en cuisine, de continuer à passer du temps sur mon alimentation, à acheter des produits frais, à vérifier ce que je mange, à vérifier les apports dont on a besoin. Je suis devenue peut-être pas une passionnée de cuisine, mais en tout cas j'aime ça, j'aime faire de belles tables, c'est devenu un moment formidable. On n'a plus la possibilité de sortir au restaurant comme on veut, de se réunir en famille. C'est moi qui crée ce partage, c'est moi qui crée ces envies et ces habitudes, et j'en suis encore plus fière. C'est quand même agréable d'entendre ça, non ? Agréable. Vous qui êtes professionnel de l'alimentation, de la gastronomie, de voir qu'il y a des gens qui prennent conscience et qui en fait se rapprochent un peu de votre métier du coup. Mais c'est bien parce que je pense que ce confinement, et moi je regarde comme je disais tout à l'heure, tout le côté positif. Je pense que les côtés positifs, c'est que les gens, il y a une approche différente aux produits. Ils ont comprendre que bien manger, c'est très important. Que le bon produit même à la maison, c'est très important. Et les gens, ils sont fiers d'acheter des bons produits. C'est un peu comme quand on va dans un magasin de chaussures. On achète des chaussures, on est fier de les porter. On a limite envie de les mettre tout de suite à la sortie du magasin. Et je pense qu'avec les produits, c'est un peu pareil. Quand on a du bon produit, on a compris que la bonne cuisine, c'est avec des bons produits. Donc, je suis content que les gens ils ont une approche différente aux produits et au bien manger. Et aussi, je pense que ce confinement a rapproché un peu des familles. Autour d'une bonne table. Autour d'une bonne tablette. C'est pas comme aux États-Unis où les gens ils prennent leur assiette, ils vont dans leur chambre, devant une série et chacun mange de son côté. Je pense qu'aujourd'hui, ce confinement a rapproché des familles et je trouve que manger tous ensemble, on a un peu retrouvé cet esprit. Gianmarco, merci beaucoup d'être venu. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et surtout pour le début de l'année prochaine qui va être une grande année. Je vous le souhaite. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau TLS+. Très vite, ça veut dire la semaine prochaine. D'ici là, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine. Au revoir.